Bien, mes chers collègues, j'aurais aimé ouvrir ce conseil municipal avec une meilleure nouvelle, mais vous savez que notre ancien député Joël Sarlot est décédé il y a quelques jours. Il me semblait important qu'on en parle au départ de ce conseil municipal. Donc Joël était quelqu'un qui, du fait de sa place, bien sûr, n'avait pas tout le monde qui était d'accord avec lui, mais il y avait une chose qui était unanime, c'est que tout le monde reconnaissait que c'était quelqu'un d'abord qui aimait les gens, qui aimait rendre service, et qui a toujours été dans le sens de sa pensée. Il n'a jamais dévié de cette pensée, et c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté donc, sur le sud Vendée. Je perds personnellement un ami, et c'est toujours un moment douloureux, quelqu'un qui avait beaucoup d'humanité et qui savait rendre à ses amis justement tout ce qu'il pouvait apporter. J'aimerais qu'on puisse commencer, puisque Joël a beaucoup travaillé pour le Sud Vendée, mais aussi pour la ville de Luçon. J'aimerais vous proposer de commencer donc cette séance par une minute de silence. Donc la sépulture de Joël Sarlot aura lieu donc vendredi à la cathédrale de Luçon. C'est 10h ou 10h30 ? C'est à 10h. Hein, donc voilà. Donc nous allons pouvoir donc ouvrir ce conseil municipal, donc le 36e de notre mandature. Je vais vous proposer, en l'absence de notre Benjamin habituel, de prendre la deuxième Benjamin, comme secrétaire de séance, si elle accepte, donc en la personne de Tiffany Labarsouk, si elle accepte, et si vous en êtes d'accord. Donc, en attendant l'arrivée d'Arnaud Charpentier, qui ne prendra pas sa place d'ailleurs, puisqu'elle sera donc secrétaire tout au long de la séance. Donc, merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, pas mal de réunions donc ce soir à l'extérieur. Celle de Dominique Bonin pour moi-même, celle de François Edouin pour Monique Reculot, celle de Fabienne Parpaillon pour Michel Simonet, celle de Arnaud Charpentier pour Daniel Gachet, jusqu'à l'arrivée d'Arnaud qui devrait nous rejoindre en cours de séance, celle de Madame Marie-Claude Cardinès pour Yveline Thibault, celle de Guy Caillé pour Jean-Philippe Charlet et celle de Hervé Devoix pour Annie Bambuc. Nous avons à approuver un procès-verbal de séance, celui du 7 novembre 2017. Y a-t-il des remarques ? Non, donc il est considéré comme adopté. Nous allons pouvoir donc commencer ce premier ordre du jour, qui est le budget municipal par la DM3. Alors, vous avez une petite faute de frappe sur vos feuilles, vous m'en excuserez. Puisque la première ligne, c'est pas 1600, c'est moins 1600. Donc sur les honoraires. Voilà, donc vous rajoutez un moins, ce qui va me permettre donc de vous expliquer cette DM. Nous avons un besoin qui est celui d'un investissement, donc on va passer du fonctionnement vers l'investissement, donc de 1600 euros. Nous avions un excédent sur un chapitre qui est celui des honoraires, donc on va retirer des dépenses prévues des honoraires 1600 euros. Nous avons à côté de ça donc deux recettes qui nous arrivent. Une recette donc qui est un résultat reporté, qui est d'excédent de fonctionnement de l'association foncière rurale, vous savez, qui a été dissous, et donc nous reprenons les actifs.
Donc cet excédent, nous l'intégrons dans notre budget principal, donc pour 3 951,20 €. Et puis nous avons une redevance à caractère culturel de 4 500 € que nous allons reverser directement, puisqu'il s'agit en fait d'un spectacle à la recette. C'était le spectacle de Stéphane Mesrahi. Donc on touche l'argent. Raphaël Mesrahi, excusez-moi. Et donc on touche les entrées et on lui reverse. C'est le principe donc des spectacles à la recette. Nous avons donc deux dépenses supplémentaires. C'est une dépense de 6 000 € qui est les autres reversements d'impôts locaux. En fait, c'est le reversement de la taxe d'électricité au CIDEV. Et nous avons des titres annulés sur l'exercice antérieur, montant de 6 000 € qui peuvent nous être utiles d'ici la fin de l'année. On a ensuite divers remboursements d'assurance et des régulations sur les compteurs d'électricité et d'eau qui nous amènent une recette donc de 7 839 €. Si on regarde au total la différence entre les dépenses et les recettes, il y a 1 390,24 € qu'on va donc faire passer du fonctionnement vers l'investissement. Donc, sur la section d'investissement, on retrouve en recette donc c'est 1 390,24 €. Il y a une dépense qui est de 1 600 €, je vous en parlais tout à l'heure. On a besoin d'une machine à brouillard plus d'un terminal de paiement électronique. Et le résultat d'investissement de l'association foncière dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de moins de 209,76 €. Par ailleurs, nous avons deux opérations d'ordre. L'intégration des réseaux aussi de l'association foncière qui, suite à sa dissolution, donc de 63 000 € qu'on met en écriture d'ordre, et puis sur la réimputation des travaux des ateliers pour un montant de 15 000 €. Donc ça, ce sont uniquement du coup des choses de compte à compte. Voilà ce qui fait que nous avons donc ces écritures qui sont équilibrées. Avez-vous des questions, des remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc ça fait... pardon. Ce qui nous fait donc 23 pour et 5 abstentions. Donc 23 pour et 5 abstentions. Donc deuxième délibération, c'est la décision modificative donc pour le budget assainissement. Là, c'est uniquement donc des excusez-moi, mais les médicaments me pèsent un peu. Des délibérations, uniquement des régularisations donc d'écriture, avec un amortissement donc de subventions pour un montant de 2 000 €. Du coup, nous allons le virer à la section d'investissement. Donc vous retrouvez ces 2 000 € qui vont permettre de faire l'amortissement donc des subventions en investissement. Et puis vous aviez une avance sur immobilisation donc de 4 000 € qui passe aux immobilisations en cours. Ce sont les régularisations d'avance que l'on avait faites. Voilà. Des écritures de fin d'année relativement simples. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autre budget que nous avons l'habitude de passer en fin d'année, c'est la participation du budget principal sur le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle. Toujours la même chose, on équilibre les deux bureaux qui ne sont pas aujourd'hui loués par une subvention qui vient donc du budget principal vers le budget donc de la MSP pour un montant donc de 24 000 €. En espérant que ces bureaux se rempliront à un moment ou à un autre. Avez-vous des remarques ou des questions?
Oui, une question. Sur le budget primitif 2017 de la maison de santé, on avait prévu 22 000 euros. Là, on est à 24 000. Je crois que c'est la même somme qu'on avait votée l'année dernière. Le fait qu'il y ait des bureaux supplémentaires maintenant qui ne sont pas loués avec le départ de Dr Nog, entre autres, est-ce que ça va amplifier ce Non, parce que vous avez les remplaçants qui sont là. Hein, qui ont intégré. Qui ont intégré, donc ce sera toujours la même. Donc on reste sur la somme de 22 à 24. On restera, voilà. Ouais. Alors, bon, j'espère qu'on aura, parce qu'on a quelques signes positifs, bon, on va voir un peu comment ça va évoluer. Mais pour cette année, on est de toute façon à 24 000. En commission, j'avais voté pour, je vous avais dit que je savais plus ce qu'on avait fait. C'est la vieillesse, passer les 40 ans. Donc on s'abstiendra parce que l'année dernière, on s'était abstenu. C'est sympa pour les autres, d'autant plus que M. Bonin vient de passer, lui, les 60 ans. Donc, alors, il y a quelques jours. Donc, Dieu merci, il n'est pas là pour entendre ça. Donc, alors qui s'abstient? Alors, c'est bien fait là c'est fait bien en ligne. Hein, Très bien. Donc, y a-t-il des contre? Non, donc les pour. Donc ça nous fait 23 pour et 5 abstentions. Alors nous avons ensuite une délibération que l'on passe toutes les années. En fait, c'est une constatation, plus exactement, sur toutes les acquisitions et les ventes qu'on a pu faire. Donc sur les acquisitions, vous en avez deux particulières, c'est celle des bâtiments, donc de l'ancien magasin Vert et de la bijouterie, de l'ancienne bijouterie Godet. Hein, et puis vous avez des voiries qu'on a passées dans l'année. En cession, c'est surtout les terrains qu'on a cédés à la communauté de communes pour le transfert en fait des zones économiques. Et puis un terrain qui avait été vendu à la SCI Vendéo. Voilà. Des questions? Non, donc vous êtes d'accord pour constater qu'on a bien... voilà. Hein, donc je vous remercie. Cinquième délibération, autorisation budgétaire 2018 sur le budget principal. On l'apprend là aussi toutes les années. Vous savez que pour permettre la continuité de notre exercice budgétaire, pardon, nous avons un petit souci technique parce que vous avez pu voir que le vidéoprojecteur qui est là ce soir n'est pas le même que d'habitude. Il nous a fait quelques ennuis, le nôtre, en espérant qu'il puisse se faire réparer. Avez-vous... Hop là. Voilà, et on va revenir. Ça c'est fait. Voilà, là c'est fait. Voilà. Mais ça y est, c'est passé celle-là. C'est passé celle-là. Voilà. Ah, le tableau n'était pas passé, pardon. Ok, donc on peut passer à la suivante, ça a été vu. Merci. Donc je parlais des autorisations budgétaires spéciales 2018, donc comme chaque année pour nous permettre de pouvoir tout simplement continuer notre action en attendant le vote du budget primitif. Nous avons la possibilité, ça y est, hop, voilà, nous avons la possibilité donc de pouvoir voter en début d'année une journée complémentaire jusqu'à 25% du montant de l'année précédente. Voilà, alors on ne monte pas jusqu'à 25%, mais on inscrit donc des sommes d'autorisation d'engagement sur le budget à venir pour différentes actions qui sont l'équipement scolaire, l'équipement urbain, les terrains de sport, les voiries, les ateliers, les espaces verts, l'habitat et la construction de l'école du centre, puisqu'on a des études qui sont à faire le plus rapidement possible. Voilà, donc vous avez les sommes qui sont au tableau et tout simplement ça nous permettra d'ici le budget primitif de pouvoir engager jusqu'à ces montants. Des questions ou des remarques? Juste sur le montant de l'étude pour l'école du centre.
On avait voté 300 000 à l'époque pour celle du séminaire. Là, on est à 200 000. Est-ce que c'est vraiment qu'une partie? Non, oui, parce que c'est vraiment les engagements et les avances. Hein. D'autant plus que, si vous voulez, il y avait une partie quand même qui avait déjà été payée. Hein. Donc, hein, on est sur du partiel. Okay. Autre question ou remarque? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, hop là. Donc 23 pour et 5 abstentions. Ok. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire la même chose, le même exercice, mais cette fois-ci pour le budget assainissement. Donc vous découvrirez les quelques lignes hein, en insertion, immobilisation corporelle et mobilisation en cours. Avez-vous là-dessus des questions ou des remarques? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Comme quoi, il ne faut pas attendre 40 ans. Donc, qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons ensuite l'acompte aux subventions, donc 2018. Ça aussi, c'est une délibération que nous passons chaque année. D'ailleurs, il n'y a pas que les associations, puisque nous avons le CCAS aussi. Donc, en fait, ce sont des associations qui emploient donc des salariés. Donc, dans l'attente, là encore, du vote du budget primitif et des votes des subventions donc définitifs, je vous propose de verser 22 000 euros au campus, 15 000 euros au Luçon Football Club, 7 000 euros au Luçon Basket Club, 2 000 euros au Tennis Club et 1 500 euros au Vélos Club Luçonnais, et un acompte de subvention au CCAS, qui n'est pas une association, mais pour un montant donc de 150 000 euros. Des questions ou des remarques? Oui. Madame Parpaillon, Monsieur Charpentier et moi-même ne prendrons pas part au vote concernant le campus. D'accord. Oui, c'est concernant le CCAS. Je voulais savoir, puisqu'on parle du CCAS là, est-ce qu'il y aura un impact budgétaire sur le fait qu'on arrête le portage des repas? Voilà. Et puisqu'on est filmé et qu'on puisse en profiter, d'éclaircir la situation. Oui, on en a parlé entre nous, mais ça serait important. Alors, parce qu'on a été sollicité très simple. par des enfants et par les... Ça ne changera pas grand-chose, puisque c'était un service quasiment qui s'équilibrait. Hein. Oui, donc il n'y aura pas d'impact de financier. La raison pour laquelle on est obligé d'arrêter, parce que c'est une obligation, c'est tout simplement parce que lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, puisqu'on arrivait en fin d'appel d'offres pour la confection des repas, on n'a eu aucune réponse. Zéro réponse. Et du fait qu'il y a des services qui sont similaires à des prix qui sont alors ou moindres ou égaux ou supérieurs sur le territoire, on a arrêté donc ce service en accompagnant les gens qui en profitaient, une cinquantaine de personnes donc sur Luçon, hein, en accompagnant les gens de manière à leur permettre de faire un choix par rapport aux autres prestataires donc, de services. Donc ils ont été prévenus en temps et en heure, ils ont été accompagnés, ça s'est très bien passé globalement, hein. On n'a pas eu de problème. Une certaine inquiétude quand même, parce qu'il y a des gens qui nous ont sollicité pour savoir où c'en est exactement. La question aussi de savoir, il y a le CCAS de l'Aiguillon qui fait toujours ce portage, est-ce qu'on a été se renseigner on fait un appel d'offres. Un appel d'offres, oui, on ne peut pas solliciter, vous savez, c'est interdit par la loi. Hein. Mais a priori, ils étaient prêts à accepter de pouvoir développer. Il fallait qu'ils répondent. Et la question après du SIAS, au passage au SIAS, est-ce qu'il y aura réintégration ou ça restera aujourd'hui? Alors, le portage sur le SIAS... Bon, c'est un service à la population non, le SIAS qu'on assurait. Non, mais le service à la population n'est pas coupé. Il faut faire attention à ce qu'on vit, parce qu'il ne faut pas créer des inquiétudes qui n'existent pas. Hein, parce que vous avez du coup même un choix qui va être... qui existait, mais qui va être plus large. On accompagne les gens donc, sur ce choix. Alors vous avez donc il y a 3 prestataires hein, sur lesquels on a orienté les gens. Ils font bien sûr leur choix.
hein. La seule chose, c'est que on les accompagne en leur expliquant quelles sont les différentes propositions qui sont faites donc par les personnes, hein, par les sociétés donc, qui peuvent intervenir. Donc il n'y a pas de rupture de service, hein, de ce point de vue-là. Alors après, on est dans un cadre d'appel d'offres. Sur un cadre d'appel d'offres, on ne peut pas proposer et faire des appels aux gens. C'est eux qui doivent répondre. Donc si jamais il y avait une possibilité, ils ne nous ont pas répondu. Nous, du point de vue de mémoire, c'était quand même l'hôpital de Luçon, je crois, qui avait répondu à l'appel d'offres. C'est quand même étonnant qu'ils ne répondent pas. Bon, après, ils sont libres, Ah oui. Mais ils ne vous ont pas donné de réponse. Ils nous ont pas donné de réponse. Voilà, c'est étonnant. Donc, du coup, après, c'est le futur. Est-ce que ces gens-là auront toujours le suivi? On en a parlé. Est-ce que le personnel du CCAS les suivra jusqu'au bout pour pas qu'ils se retrouvent? On sait, c'est pas un contrat a priori qu'ils ont. Ils ont un choix de prestataire, mais il n'y a pas de contrat. Oui, alors ce qu'on demande quand même, si vous voulez, aux prestataires, c'est que de signaler au CCAS si jamais il y avait le moindre problème avec les gens, parce que si vous voulez, en apportant les repas, on peut détecter un problème. Auquel cas, on s'est tourné vers les prestataires en leur disant, écoutez, dans ces cas-là, prévenez immédiatement les services du CCAS de manière qu'il y ait ce suivi qui soit en continuité. Donc franchement, il n'y a pas de problème sur cet arrêt, si ce n'est que... je pense qu'il est important de profiter de la presse et de profiter de la télé, de le signaler pour que ça soit dit une bonne fois et que ça ne soit pas mis en... Voilà. On a tout entendu. Je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, il faut dire que l'appel d'offres n'a pas été renouvelé. Point. C'est malheureux. On aurait voulu effectivement qu'on puisse voir avec l'Aiguillon si a priori techniquement et légalement c'est pas faisable. C'est dommage. A priori ils étaient prêts à prendre une personne pour assurer la continuité des portages de repas. Bon, à voir. Voilà. Mais... Alors ils sont en liaison chaude ou en liaison froide? C'est l'EHPAD de l'Aiguillon. Oui, c'est l'EHPAD. Oui, et l'EHPAD de l'Aiguillon fait partie de la liste des gens qu'on a proposés. Ouais. D'accord. Et ils n'ont pas répondu. Non, ils n'ont pas répondu à la ville. Ouais. Attendez. Le micro, Ils sont intégrés madame. D'accord. Oui. Donc, oui, ils n'ont pas répondu à la ville. Par contre, ils peuvent répondre aux personnes, hein, aux intéressés. Individuellement, ils peuvent. Voilà. Parce qu'en fait, on a proposé à 3 personnes qui sont sur le secteur. Donc, il y en a certains qui ont dit on ne peut pas tous les récupérer. Ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres. Donc, non, ils ne peuvent pas avoir l'exclusivité. Par contre, les gens sont libres de choisir. La personne qui fait le portage de repas actuellement a la mission également de s'assurer que tout le monde a bien pu appeler, ou s'ils ne peuvent pas appeler, elle les accompagne pour appeler, pour qu'ils aient quelqu'un. Il y en a déjà qui ont laissé le CCAS, qui ont déjà pris le nouveau prestataire. Il y en a qui attendent le dernier jour pour prendre le relais avec l'autre. Mais personne n'est laissé sur le bord de la route sans repas. Pas que, mais il y en a certains qui ne veulent plus se faire les repas, mais ils ont tout à fait les moyens de se les offrir. Hein. Donc c'est pas que des gens vulnérables et en difficulté financière, mais simplement on a ce souci-là, et ça c'est le souci du service de CCAS, de s'assurer que le service est toujours présent. Quoi. Donc sur ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc il ne faut pas polémiquer parce que le personnel fait vraiment son travail. Alors le personnel pour le partage de repas, oui, il n'y avait qu'une personne, bon, qui est aujourd'hui, non, mais il est réaffecté à d'autres tâches. Voilà. D'autres remarques ou questions? Non. Donc sur cette délibération, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, merci bien. Alors, voilà, c'est ça. Donc, les 3 personnes qui se sont citées ne prenant pas part au vote. Subvention pour la restauration des façades. Je vais laisser la parole à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, une délibération habituelle. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable, vu les certificats de conformité des travaux établis par M. Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 novembre 2017, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
accordons deux subventions pour un montant de 3 977,16 € au total et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Voilà, questions, remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. 9e délibération, SIDEV effacement des réseaux, avenue Michel Rambaud. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que Vendée Numérique va développer la fibre optique en 2018 et 2019 pour desservir l'ensemble des foyers luçonnais. Dans ce cadre, le SIDEV bénéficie ses participations aux effacements des communes de Vendée. L'avenue Michel Rambaud fait partie de cette liste. Le SIDEV, à la demande des services techniques, a estimé les travaux pour un montant de 432 115 €. La participation de la commune s'établit à hauteur de 155 525, à savoir 30% pour les réseaux électriques, 20% pour les infrastructures et communications électroniques et 50% pour les infrastructures et éclairage public. Et puis l'avis favorable de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 155 525 € hors taxe pour l'effacement des réseaux et l'éclairage public de la rue Michel Rambaud. Et autorise Monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Alors, au dernier conseil municipal, on avait pris une délibération dans ce sens pour la rue de Mareuil. Les travaux sont en cours. Donc oui, c'est la fibre optique, donc sur Luçon, c'est bien parti. Voilà. Des remarques ou des questions? Oui, juste pour dire qu'on profite de l'offre qui est faite, très importante pour donc enterrer les lignes, que la fibre optique est payée à 100% par l'intercommunalité et que nous, on paye effectivement l'enterrement et pas la fibre optique. Déjà, c'est une chose, l'enfouissement. Ça s'appelle l'enfouissement, oui, parce que l'enterrement. Surtout en ce moment, il y en a un peu beaucoup. Et la question est, est-ce que l'état des routes sera remis dans le même état sur des routes qui étaient dans un état quand même, dans un bon état? D'accord. Là, alors, Mareuil, bon, alors dans l'état où elle est, ça laisse perplexe. Les travaux d'enfouissement qui sont faits sont faits sur des rues qui ne sont pas vraiment en bon état, donc qui auront besoin d'être requalifiées dans quelques années. Les rues qui viennent d'être faites, n'ont pas besoin d'être défoncées puisque les réseaux ont été passés, les câbles ont été passés. Et dans des rues qui ont été refaites récemment ou qui sont en bon état, l'alimentation se fera en aérien. Donc on va... Oui. Oui, mais... Oui, mais non, on la refera. Il faudra la refaire d'ici quelques années. Dans les années à venir. C'est plus précis. Voilà. D'autres remarques ou questions? Y a-t-il donc des abstentions? Qui est pour? Voilà. Unanimité, ça va. Personne ne s'endort, c'est parfait. Nous allons passer maintenant à la 10e délibération convention de mise en œuvre des activités animations sportives avec le CESAD antenne de Luçon. En l'absence de Monsieur Edouin, c'est Madame Thibault qui va traiter ce sujet. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous et permettant des activités sportives physiques adaptées pour les personnes porteuses de handicap, présentant une limitation de leur capacité adaptative ou vivant dans des difficultés importantes dans leur insertion sociale. Donc, considérant qu'il convient de fixer un tarif de mise en œuvre du dispositif entre la commune et le CESAD de Luçon, vu l'avis favorable de la commission sport du 23 novembre et vu l'avis favorable de la commission du 28 finances de 28 novembre, ayant entendu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif à 22 € TTC par séance de l'heure et
approuve les termes de la convention de mise en œuvre des animations sportives entre la commune et le CESAD, antenne de Luçon, et autorise Monsieur le maire ou Monsieur François Edouin, adjoint au maire aux affaires sportives, à signer la convention. Vous avez la convention qui est jointe, et c'est pour des animations pendant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël, qui se dérouleront au gymnase de Plaisance. Des remarques, des questions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Ensuite, nous allons parler du règlement intérieur de l'accueil de loisirs sans hébergement municipal, la LSH. Ça va être traité par Monsieur Charpentier, qui nous a rejoint. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc, vu la délibération donc, du 19 février 2013, donc, vu la déclaration annuelle d'habitation de la direction départementale de la cohésion sociale, considérant les engagements de la ville avec la caisse d'allocation familiale et la protection maternelle infantile de la mutualité sociale agricole. Donc l'accueil de loisirs sans hébergement municipal est un service municipal représenté par son maire et rattaché à la direction de l'accueil de loisirs sans hébergement municipal de la Motte-aux-Dames. Donc l'accueil de loisirs sans hébergement a une vocation sociale et éducative. C'est un lieu de détente, de loisirs, de repos individuel ou de groupe sur des temps des mercredis, petites vacances ou été, et les enfants sont confié à des agents qualifiés de la ville relevant du service jeunesse et considérant qu'il était nécessaire d'adapter le règlement intérieur donc de la LSH pour tenir compte des nouvelles réformes d'encadrement réglementaire, des modalités d'admission, de fréquence de la facturation, du quotient CAF, des vacances scolaires, des hébergements des parents le matin et le soir, des engagements, lecture du règlement intérieur. Il convient d'adopter le nouveau règlement intérieur permettant de définir les modalités de fonctionnement de ce service. Donc vu l'avis favorable du comité technique du 20 novembre 2017, vu l'avis favorable de la commission jeunesse du 23 novembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, abroge le règlement intérieur donc, du 19 février 2013, donc la délibération B55-6, et approuve donc les termes du nouveau règlement intérieur qui sont présents en annexe 4. Juste pour résumer, au niveau de l'annexe 4, vous avez quelques petites modifications sur le nombre d'encadrements réglementaires. Ça correspond au point 3.5 qui ont été modifiés. Vous avez ensuite au niveau du point 4.4 la spécificité lorsque vous avez un problème médical. On réexplique à travers le règlement les différentes règles. Au niveau le point 5.1, la différence au niveau de la fréquence de la facturation ainsi que la notion du quotient CAF. Et ensuite, juste réaménagement au niveau donc, du déroulement de la journée avec les horaires qui ont été réadaptés. Voilà, et on précise au niveau de l'article 11 que les familles devront bien prendre le temps de lire le règlement intérieur, puisqu'effectivement, vous savez tous que beaucoup le signent sans le lire, donc on reprécise la nécessité de le lire. Voilà, j'en ai fini. Il aurait peut-être fallu le mettre en article 1. Oui, si on met l'obligation à la fin, ça va être dur. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui. L'intégration de l'accueil de loisirs à l'intercommunalité est prévue pour quand exactement? Le 1er janvier 2019. Ah oui, vous m'avez fait peur. Je crois que c'était pour 2018. Ben oui. C'est court. Eh oui. D'autres remarques ou questions? Donc, je le mets à votre vote. Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons ensuite à parler de la mise à jour des effectifs au 31 décembre 2017. Ceci va nous être traité par la voix suave de Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Alors, une délibération que nous passons tous les ans lors du dernier conseil municipal. Donc, mise à jour du tableau des effectifs, comme son nom l'indique. Donc, il s'agit donc de tenir compte des différents avancements d'échelons, avancement de grade, des promotions internes, enfin de tout ce qu'on peut considérer. Donc, je ne vais pas vous énumérer. Alors, j'ai la liste nominale, même si vous voulez, des agents qui ont été promus. Donc, le principe, c'est de fermer les postes que quittent les agents pour rouvrir le nouveau auquel ils appartiennent. Donc, on va passer directement à la fin. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que suite à ces divers mouvements, il convient de mettre à jour les tableaux des effectifs. Le tableau des effectifs annexé tient compte des modifications énoncées ci-dessus, enfin ce dont je vous parlais, mais que je ne vous ai pas détaillé. Vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 novembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'arrêter le tableau des effectifs de la commune de Luçon au 31 décembre 2017. Donc le tableau des effectifs vous a été joint. Voilà. Avez-vous des questions?
Non. Donc, qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Toujours la même voix qui va nous parler d'Actif Emploi et de la convention de partenariat. Madame Simonet. C'est pas vous? Non, c'était Madame... Thibault? Non, c'était Madame... Ah oui, en effet, parce qu'on a changé, regardez, c'est Madame Simonet à la fin. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez une petite erreur sur vos papiers. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention de partenariat 2018-2019 avec Actif Emploi, vu la demande de l'association Actif Emploi sollicitant une nouvelle convention de partenariat, la présente convention annexée a pour objet de formaliser et de déterminer le partenariat établi entre la ville et Actif Emploi au bénéfice des demandeurs d'emploi de la commune pour 2 années à compter du 1er janvier 2018. Considérant ainsi la volonté de renforcer le partenariat en vue de poursuivre les actions menées conjointement pour l'insertion de ce public, considérant l'intérêt pour la ville de faire appel à l'association Actif Emploi lorsque le centre de gestion départemental de la Vendée ne peut répondre favorablement à nos demandes de mise à disposition de personnel, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 28 novembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention de partenariat entre la ville et Actif Emploi et autorise Monsieur le maire, ou peut-être moi-même alors, adjointe au maire, à signer la convention de partenariat. Donc la convention était jointe. Des remarques ou des questions? Vous avez posé la question déjà en commission. On voit distributeur de prospectus. Donc, on n'a toujours pas reçu le petit luçonnet. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Si ça a été distribué, je crois qu'il faut mieux passer par Actif Emploi que par... Alors, on a fait un appel d'offres. aujourd'hui. Oui. Alors, mais on a refait un appel d'offres, en effet, parce qu'il est mal distribué par la manière dont il est distribué aujourd'hui. Les résultats de l'appel sont un peu particuliers. On en reparlera en temps et en heure. Voilà. Donc, voilà. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Non? Donc, y a-t-il des abstentions? Des contre? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Délibération instaurant la part complémentaire indemnitaire annuelle du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, appelé le RIFSEP. Cette question passionnante va être traitée par Madame Simonet. Alors, je ne vais pas vous lire toute la délibération. Et je remercie déjà les services de m'avoir préparé le petit... Parce que même si on sait ce dont on parle, les délibérations sont toujours aussi incompréhensibles. Donc voilà. Donc le RIFSEP, c'est une modulation du régime indemnitaire et du fait des congés de longue... Alors, en fait, il s'agit de prévoir... Enfin, de se mettre en conformité déjà avec les textes. C'est quand même la première des choses. Et enfin, on a passé cette délibération au mois de septembre. Oui, on a passé cette délibération au mois de septembre, mais il s'agit de la modifier pour se mettre en conformité avec les textes, parce qu'on avait été un tout petit peu... Je suis en train de traiter celle d'après. Ben oui, bon. Alors, le CIA... Non, mais c'est bon. Ah ben oui, mais c'est... Merci. Non, je n'ai pas mis la date. Alors, le CIA. Le CIA, oui, c'est parce qu'il était plus logique de traiter l'autre d'abord, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Donc le CIA, c'est un complément indemnitaire annuel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc la délibération institue donc le nouveau régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et le RIFSEP comprend donc 2 parts. Donc la partie IFSE et la partie CIA. Donc la CIA, c'est pour récompenser l'engagement professionnel la manière de servir. Ce CIA est facultatif. Donc nous avons tenu quand même à le mettre en place. Donc ça sera à partir du 1er
janvier 2018, et comme il n'est pas obligatoire, ce n'est pas parce qu'il sera versé une année que obligatoirement l'agent l'aura l'année suivante. Bon, enfin, on espère que si. Ça veut dire que tout le monde fera plus que bien son travail. Donc voilà, donc je vais reprendre la fin de la délibération. En fait, si vous voulez, c'est la mise en place de quelque chose qui a été réclamé depuis longtemps, tant par les agents d'ailleurs que par les élus. C'est de pouvoir tout simplement récompenser ceux qui travaillent le mieux, un petit peu comme ça se passe dans le privé, donc selon des critères qui sont bien encadrés, bien entendu, mais qui permet la reconnaissance du travail bien fait. Bon, il me semble quelque chose qui va dans le bon sens. Avez-vous des remarques ou des questions? Comme vous dites, c'est une bonne chose. En plus, il y a une certaine forme de transparence aussi. Enfin, il y a une transparence Oui. qui est plus juste pour tout le monde. Comme pour tout, monsieur. Là, dans la convention, moi, non, mais il y avait, je pense qu'il y avait aussi certaines fois des primes qui étaient versées, voilà, à du personnel méritant certainement. Mais au moins, il y a une transparence qui donne une application, une grille sur ce principe-là. À partir du moment où le comité technique a voté, pour nous, il n'y a pas de raison qu'on s'abstienne ou qu'on vote contre, donc on le votera. C'est vrai que la mise en place du RIF 7 a permis quand même de clarifier certaines primes, d'en supprimer quelques-unes, de regrouper d'autres, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clair, parce que c'était quand même très très compliqué. Suivant les filières, c'était pas toujours la même chose, et on avait en plus du mal, quand les agents passaient d'une filière à une autre, à pouvoir maintenir certaines primes, donc on remplaçait par d'autres. C'était hyper compliqué. Là, c'est vrai que ça sera quand même un peu moins nébuleux. Ça me permet de rappeler un certain nombre de choses sur les primes et de casser un petit peu des idées reçues par rapport au traitement des fonctionnaires et en particulier sur leur retraite. Je rappelle que les fonctionnaires sont payés sur une grille indiciaire et que derrière vous avez un certain nombre de primes. Ces primes représentent très souvent une très grande part de leur démarrage nécessaire, une très grande part donc de leurs revenus, et que lorsqu'ils partent en retraite, on ne tient pas compte dans les retraites de tous ces versements des primes. Ils sont donc payés sur la grille indiciaire. Très souvent, ça représente des pertes relativement importantes de revenus pour les fonctionnaires. Et quand on dit « Ah oui, mais les fonctionnaires sont payés sur les 6 derniers mois, alors que dans les privés, ils sont sur les 20 meilleures années », en fait, ça revient quasiment au même, parce que quand vous retirez toute la partie des primes, eh bien, vous vous retrouvez finalement avec des pertes qui vont de 30-40% quelquefois pour certains agents. Donc je tiens à le dire parce que c'est très souvent quelque chose qu'on entend et qui est parfaitement faux et parfaitement injuste vis-à-vis des fonctionnaires. Le libéral que je suis peut se permettre de le dire haut et fort. Voilà. Dernier point, il y aura une enveloppe concernée annuellement. Ouais. Oui, bien sûr qu'il y aura une enveloppe. Ouais. Oui. Mais qui évoluera d'une année à une autre ou qui sera... En fonction aussi de ce qu'on va pouvoir avoir aussi au niveau des dotations, au niveau de plein de choses. Hein. C'est toujours le 0,12 est quelque chose de très compliqué à gérer. Vous allez voir sur le résultat donc, de cette année, par rapport à ce qu'on avait prévu, donc aux alentours de 5 millions d'euros, on va avoir 5 000 euros de différence, alors qu'on avait pris des marges. Alors pourquoi? Parce que vous avez des remplacements, parce que vous avez des doublons, parce que vous avez des choses qui nous arrivent dessus dans l'année, et c'est quelque chose d'excessivement compliqué à gérer. C'est, j'allais dire, un des pans du budget qui sont vraiment sur lequel on ne peut vraiment pas faire de prospective. Et la variation, ne serait-ce que de 1%, lorsqu'on parle de 5 millions d'euros sur le budget, représente des sommes qui sont des sommes assez considérables. Donc dire aujourd'hui qu'on va faire perdurer un montant qui est un montant global alors que d'une année sur l'autre on a déjà des incertitudes, ce ne serait pas sérieux de le dire tel quel. C'est de dire qu'on mettra un maximum de ce que l'on peut mettre, oui, parce que c'est logique de récompenser les gens qui font leur travail avec conscience. Dire qu'on pourra maintenir dans le temps ces choses-là avec les contraintes qu'on ne connaît pas,
la disparition de la taxe d'habitation, les participations que l'on peut avoir demandées par l'État. Je vous rappelle que aujourd'hui l'État nous dit que si jamais on augmente les dépenses de fonctionnement de plus de 1,2% collectivement, je dis bien collectivement, il n'y a pas qu'une collectivité qui sera prise en compte, mais l'ensemble des collectivités, si on dépasse de 1,2%, il y aura des sanctions collectives. C'est-à-dire que les bons payeront autant que les mauvais. Si vous avez peut-être vu la colère des maires, c'était bien autour de ce genre de choses-là. D'autant plus que, par exemple, on nous supprime des emplois aidés, que ces emplois aidés, il va bien falloir les remplacer d'une manière ou d'une autre, et qu'il semblerait que jusqu'à maintenant, on rentrait dans les dépenses les subventions qui étaient données pour payer ces emplois aidés, et que dans les calculs qui sont faits, ça ne serait pas pris en compte. Alors, je suis prudent quand je le dis, je le mets encore au conditionnel, mais si c'est ça, ça veut dire que d'ores et déjà, on sait très bien que les 1,25% vont être intenables pour les collectivités. Donc c'est un double langage qui va amener forcément les collectivités à les tirer encore plus sur leur fonctionnement. Malheureusement, vous connaissez la litanie, 0,11, 0,12, 65, il y a un moment où on ne peut plus y arriver. Les subventions, les participations, le 0,11, quand il faut bien avoir l'électricité, faire chauffer les écoles, etc. Il y a un moment où on n'arrive plus à réduire. Et donc, dire aujourd'hui qu'on peut faire des prospectives à long terme sur toutes les lignes de notre budget est aujourd'hui complètement illusoire. Donc, on n'ira pas dans ce sens-là. Mais je le dis et je le répète, on mettra le maximum de ce que l'on peut mettre. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on met une enveloppe qu'elle doit être utilisée au maximum, en espérant que le personnel puisse y avoir accès dans sa totalité, oui. Ce qui serait bon signe, mais oui. C'est une enveloppe. Oui. C'est une enveloppe qui sera ce que l'on pourra mettre. Voilà. D'autres questions ou remarques? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Délibération suivante. Alors, du coup, il faut... Modification de la délibération C027-33 du 13 décembre 2016 instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel RIF7, modulation de l'IFC, indemnité de fonction et suggestion de l'expertise du fait de certaines absences. La parole pour ce sujet délicieux de Madame Et rien qu'au titre, vous comprenez pourquoi je me mélange les pinceaux. Donc voilà. Donc cette délibération, nous l'avons donc déjà votée d'une façon un petit peu généreuse. Et il s'agit maintenant de se mettre en conformité avec les textes. En fait, on avait prévu que le RIF7 suivait même en cas de maladie des agents. Que ce soit longue maladie, que ce soit toute forme que ça suivait, qu'il serait versé de la même façon à tout le monde. Et les textes ne prévoient pas ça. Donc du coup, il faut qu'on revienne sur ce qu'on a fait, de façon à ce que un agent placé en congé longue maladie, en congé longue durée ou en congé grave maladie ne perçoive plus le régime indemnitaire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, mais bon, c'est ainsi. C'est vrai qu'on ne fait pas exprès en principe d'être malade, enfin normalement. Et donc voilà, donc nous allons donc revenir sur cette délibération de cette façon-là. Donc vu l'avis du comité technique du 20 novembre 2017, vu l'avis favorable de la commission des finances du 28 novembre 2017, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide l'ensemble des modifications des modalités de versement proposées par Monsieur le maire, donc suspension du versement de l'IFSE en cas de congé longue maladie, congé longue durée et de congé grave maladie, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à prendre et à signer les arrêtés correspondants. Donc on espère que le CIA pourra peut-être compenser ce genre de choses. On verra comment ça se passe. Voilà, Duralex, c'est de l'ex. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
unanimité, donc je vous en remercie. 16e délibération, adoption des statuts de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Délibération un petit peu plus longue. Bon, vous savez que la loi NOTRe aboutit à une recomposition des communautés de communes. Et ceci entraîne bien sûr des incidences sur les compétences. Et d'autant plus que la loi a confié plus de compétences aux nouvelles communautés de communes. Toutes les compétences qui ont été transférées par les communes aux EPCI existants avant la fusion, et ce à titre obligatoire, doivent être exercées par le nouvel EPCI sans qu'on ait la possibilité de restituer donc, aux communes. Par contre, pour les compétences optionnelles et supplémentaires, c'est un petit peu différent. Pour celles qui sont à titre optionnel, l'EPCI peut tout à fait restituer aux communes, mais dans un délai d'1 an qui a créé sa fusion. Donc là, nous y sommes. Et pour ce qui est optionnel, c'est le même cas, mais 2 ans. Alors, pour pouvoir se faire, ça par contre, il n'y a pas forcément de délibération de la part des communes individuellement. Une simple délibération de l'EPCI suffit. C'est la grosse différence dans la loi NOTRe par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, sur une compétence, en dehors des compétences obligatoires, là, il suffit que la communauté de communes décide quelque chose pour pouvoir restituer donc, aux communes sans que celle-ci le désire. Donc, nous avons eu un certain nombre donc, de modifications qui ont été votées par la communauté de communes et donc qui confèrent des nouveaux statuts. Et donc, il nous faut aujourd'hui adopter donc, ces statuts, sachant que la communauté de communes, déjà, elle, de son côté, les a adoptés. Alors, je vais essayer d'aller assez vite sur les différences qui existaient par rapport au statut qui existait donc jusqu'à maintenant, en s'arrêtant peut-être un petit peu plus sur celles qui nous concernent, sur l'ancien donc Pays Né de la Mer. Sur les compétences optionnelles, la création et l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt communautaire a été élargi pour la communauté de communes du Pays Marigué. Par contre, la communauté de communes ex-Pays Marigué du Pays de Saint-Hermine et du Pays Né de la Mer, donc là où nous sommes, il y aura en plus les actions sociales d'intérêt communautaire et la création et la gestion des maisons de services publics. L'intérêt communautaire est importante, puisque très souvent, si vous voulez, c'est ce qui déclenche la compétence. Là aussi, l'intérêt communautaire n'est pas soumis à délibération des communes, mais directement de la communauté de communes. Donc, qui peut mettre ses intérêts communautaires pour prendre ou ne pas prendre une compétence. Voilà sur les compétences optionnelles. Sur les facultatives, il y a eu quelques modifications, donc qui seront elles aussi appliquées au 1er janvier donc 2018. Pour les ex-communautés de communes du Pays Marigué, de Saint-Hermine et du Marais Poitevin, il va s'ajouter des communications électroniques que nous connaissions et certaines actions en faveur du développement de la culture, en particulier donc, le réseau des bibliothèques et un réseau de lecture publique, et la programmation de l'espace culturel qui est situé à Saint-Michel-en-Lerme. Ça, nous l'avions dans notre communauté de communes. Pour les ex-communautés de communes du Pays Né de la Mer, de Saint-Hermine et des îles du Marais Poitevin, vont avoir comme nouvelle compétence la participation à l'appui de l'organisation de manifestations et d'événements exceptionnels sportifs, culturels ou de loisirs. Ce sont des manifestations qui doivent avoir plusieurs critères, être soutenues par le conseil régional ou départemental et avoir une portée qui dépasse le territoire intercommunal. Autre compétence, c'est l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones du Marié situées à Belnou, à Château-Guibert. Bon, ça, bien entendu, nous ne l'avions pas jusqu'à maintenant.
Pour les ex-communautés de communes du Pays Marié de Saint-Hermine et du Pays Né de la Mer, on rajoute le développement de l'animation socio-culturelle dans le cadre des équipements communautaires existants et exercés par l'association La Maison de Chaillé, les Marais et l'association Le Jean-Baptiste à Chaillé-les-Marais, et l'acquisition, la création et la gestion de la maison des maîtres de digue à Chaillé-les-Marais. Sur les communautés de communes du Pays Marié et du Pays Né de la Mer, il y a la construction et l'entretien de certains bâtiments publics, en particulier la gendarmerie territoriale et les logements des gendarmes à Sainte-Hermine et à Chaillé-les-Marais, la construction, l'entretien du bâtiment hébergeant le trésor public à Sainte-Hermine et à Chaillé-les-Marais. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir d'autres constructions, mais c'était tel quel dans les compétences des autres communautés de communes. Et puis, la construction et l'acquisition immobilière pour répondre aux besoins médicaux ou paramédicaux, certaines maisons de santé, celles de Chaillé-les-Marais, du Guet-de-Véduire, de l'île d'Elle, de Nallier et de Sainte-Hermine. Ce n'est pas la compétence qui fait le moins de discussions au sein de la communauté de communes. Et puis il y a l'hébergement aux communes des îles du Marais Poitevin, c'est dans le domaine enfance-jeunesse, avec les transporteurs, organisateurs de transports intercommunaux, dans le cadre des cycles de natation scolaire des élèves du premier degré du territoire. Sur la communauté de communes du Pays Marié, il y a en plus la formation et l'éducation en matière de sécurité, notamment routière pour la jeunesse et l'adolescence. C'était autrefois le CIVU de la protection routière, c'était comme ça. Prévention routière, merci. Donc qui est élargie. Et puis enfin, pour nous, ex-communauté de communes de Pays Né de la Mer, c'est l'action en faveur des familles et personnes âgées avec la contribution au clic repérage que nous ne faisions pas donc jusqu'à maintenant. Voilà un petit peu les modifications que j'ai essayé de traiter d'une manière rapide. Donc ces délibérations ont été votées à l'unanimité donc du Conseil communautaire. Avez-vous des questions ou des remarques ? Juste pour rappeler ce qu'on avait aussi posé la question en conseil communautaire, c'est bien le fait que ça soit déjà intercommunal de son côté et pas ce qui pourrait devenir intercommunal ensuite. Je parle de la maison de santé entre autres. Ah, les maisons de santé. Voilà. Oui, c'est bien ce qui est intercommunal aujourd'hui. Voilà. Vous avez trois types de maisons de santé à l'heure actuelle sur le territoire. Vous avez des maisons de santé qui étaient portées par les intercommunalités. Vous avez ensuite une maison de santé qui est en cours, c'est à l'Aiguillon-la-Faute, qui, elle, était portée par les deux communes, aidée par la communauté de communes, mais portée par les communes, et puis une qui est purement communale, là aussi, qui a eu des subventions de la part de la communauté de communes, mais qui existe déjà, c'est celle de Luçon. Donc ce sont trois régimes différents qui amènent discussion. Alors celles que l'on reprend, ce sont celles qui étaient de la compétence intercommunale jusqu'à maintenant. Ça crée une certaine injustice, on va dire, entre guillemets, sur le territoire. C'est la raison pour laquelle il y a à l'heure actuelle un pacte fiscal qui est en train d'être discuté pour gommer à terme ces inégalités qui existent sur le territoire. Ça demandera du temps, ça demandera de la discussion, mais bon, je trouve que c'est assez bien engagé. Parce qu'il y a vraiment un esprit intercommunal qui est bien créé. Il y a quelques disparités, mais je pense que avec du temps, de la patience, de la discussion et des échanges, et surtout un esprit de justice, on va y arriver. Oui, enfin, le fait que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir des discussions l'année prochaine pour savoir ce qui sera intégré ou pas, qui était au niveau des communes, pour être intégré au niveau intercommunal. Donc voilà. Bien sûr. Il y a des choses qui vont être restituées aux communes. Voilà, c'est ça. Donc avec des collectes. C'est important donc, de le dire, et aussi pour l'accueil de loisirs. Oui, voilà. Là, on est vraiment sur des choses qui sont déjà intercommunales. Voilà, qui sont déjà intercommunales. Les négociations, oui, il y aura certainement des négociations derrière aussi, se feront sur le cours de l'année. Oui, bien sûr. On n'a pas voté pour que ça soit fixe aujourd'hui. Non, c'est pour ça que, si vous voulez, les simples délibérations de la communauté de communes permettent de rétablir les choses. Ce sera bien sûr dans le cadre du pacte local fiscal. aussi de santé qui est en train de se mettre en route. Il y a des choses qui doivent se mettre en route. Ça en fera partie. Je suppose la question se posera à un moment donné si la maison de santé intercommunale, pas intercommunale, quoi. La maison de santé de Luçon deviendra intercommunale ou pas, et sera peut-être un pôle fixe avec des antennes ou pas. Oui. Mais ça sera des discussions longues qui
y arrivera. Je rappelle qu'il y a une règle dans ces cas-là, c'est les CLECT, Oui. dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que lorsqu'on transfère une compétence, on transfère les moyens de la compétence. Dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si la communauté de communes rend une compétence aux communes, elle va lui rendre donc les moyens financiers pour le faire, alors fixés au jour de la rentrée, bien sûr, en vigueur de la cessation comment dirais-je, de la compétence par une des collectivités. Mais même chose, si jamais la commune donne une compétence auprès de la communauté de communes, eh bien, elle va lui transférer les moyens financiers pour pouvoir le faire. Ce qui pose certains problèmes d'ailleurs quand des choses ont été votées, mais pas encore financées, donc il n'y a pas eu de CLECT, et ça pose quelques petits soucis. A priori, ce qui peut arriver, ça serait le service balayage, c'est ça, qui reviendrait Pardon aux communes, le service balayage qui reviendrait aux communes. Oui, alors il y aura sur le service balayage, donc il y a des communes qui vont le reprendre en régie, et puis il y aura un service commun donc, qui sera créé, et ce service commun donc, pourra servir aux communes qui... alors ce sera un service de la communauté de communes, mais onéreux pour les communes qui vont s'en servir. Voilà, c'est la grosse différence, alors qu'une compétence intercommunale est financée par les CLECT, par l'évaluation des transferts d'un côté, mais aussi quelquefois par des redevances extérieures, quand il y en a besoin. Donc ce sont des budgets qui sont différents. Voilà, c'est quelque chose d'un peu complexe, mais qui se met bien en place. D'autres questions ou remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Dernière délibération, dérogation au repos dominical des salariés relevant de la compétence des maires, exercice 2018. Ça c'est la loi Macron qui nous autorise à faire des dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche. Alors bien sûr, ça, ce sont dans le cadre des négociations. Ce sont des choses qui sont faites en accord avec les différentes activités économiques, donc chez nous, l'association de commerçants, et bien entendu, qui doivent faire aussi l'objet en interne d'accords avec les salariés. Donc, ce qui vous est proposé pour 2018 et dans ce cadre-là, c'est d'autoriser donc le travail, on va dire, les 8 dimanches que sont le 14 janvier, parce que ce sont les soldes d'hiver, le 1er juillet, les soldes d'été, le 2 septembre, parce que c'est la rentrée scolaire, et lors des festivités de Noël, le 2, 9, 16, 23 et 30 décembre. Et un cadre particulier qui est celui de l'automobile. Ce sont les actions commerciales qui sont proposées par les activités automobiles sur la ville, qui sont les 21 janvier, 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre. Donc, il vous est proposé d'émettre un avis à ce calendrier, que j'espère positif. Voilà. Des remarques et des questions? Non, on le votera, puisque c'est du commerce et que de temps en temps, il faut ouvrir aussi le dimanche. Pour faire un peu de chiffres, la seule chose qui nous fait sourire, c'est quand c'est marqué « améliorer la compensation pour les salariés volontaires ». Je pense qu'il y a peu de salariés volontaires pour aller travailler le dimanche. Ça mérite d'être écrit. Monsieur Delot, c'est l'esprit de la loi de notre président de la République, Monsieur Macron. Ceci dit, je vous rejoins. Donc, sur cette dernière réflexion, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité. Donc c'est dans cette belle unanimité que nous avons pris la dernière délibération de l'année, et je vous en remercie. Et comme à l'accoutumée, eh bien, je vous invite à la fin de ce conseil municipal de partager un petit moment convivial autour de quelque chose à boire et de quelques chocolats luçonnés. Je vous remercie.